scandale que de toute façon, ceux qui sont là sur les affaires des ordinateurs au Cameroun, qu'ils sachent que même dans 20 ans, on va revenir dessus. Vous savez combien on a payé pour ces faux ordinateurs? 75 milliards de francs. Alors, écoutez... Ce n'était pas les ordinateurs, c'était les notebooks. Je ne dis même pas que ce n'était pas les ordinateurs. Ouais. Est-ce que vous imaginez si on avait mis en place une usine de montage? Exactement. Pour 75 milliards d'ordinateurs. Non, 5-10 milliards. Oui, moi j'illustre. Hein. Vous savez, quand vous m'invitez dans cette bateau, je veux toujours amener les gens à comprendre ce que nous disons. D'accord. Et puis le dernier point. Que faisons-nous de tous ces ingénieurs qui sortent dans nos écoles? Voilà. Vous avez vu l'école de mines? Ces enfants qui nous écoutent doivent jubiler. Ils doivent quand même se dire que sur les plateaux de télévision, il y a des professeurs, il y a des panélistes qui pensent à eux. Ces enfants sortent de l'école de mines et sont au chômage. Et entre-temps, vous avez quelques petits bandits en col blanc qui exploitent individuellement nos ressources minéralogiques. Vous savez, lorsque les gens vous disent « Oui, le président Paul Biya n'a pas bradé notre sous-sol, il n'a pas re-signé les accords coloniaux. » Quand vous êtes un scientifique et un homme politique comme moi, vous dites « Oui, c'est vrai. » Mais est-ce que ce sous-sol est vierge? Non. On n'a pas juste ce sous-sol à des petits bandits qui, chacun, a son petit coin où il exploite l'or, où il exploite le diamant, où il exploite le mercure. Exemple de Batouri. Mais ce sous-sol... Où les Chinois exploitent l'or nuitamment. Bon, écoutez, j'illustre. Alors qu'en matière de recherche, Boni, je vous en prie, ne nous énervons pas ce matin. C'est important, c'est vous qui... Non, il ne faut pas s'énerver. Vous avez... Bon, alors, non, j'illustre. Vous avez demandé une... Je vous assure que ça intéresse vos téléspectateurs. Nous sommes d'abord ici pour vous, hein, Boni, et pour vos téléspectateurs. Allez voir les gens qui exploitent ces mines. Vous savez ce qu'un ingénieur de mines peut proposer à l'État en termes de production et de redistribution de diamants et autres. Et puis on peut terminer avec l'école de travaux, on peut terminer avec Polytechnique. Vous allez donc voir, comme l'a dit vraiment d'ailleurs tous les panélistes, singulièrement, et encore Jamen et Dieudonné sont là ici, tout le monde d'ailleurs. La recherche, je vous assure que si on met ne serait-ce que 5 à 10% du PIB, je vous dis que les chercheurs peuvent exploser notre PIB. D'accord. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et je rajoute que l'année dernière, sur les 19 lauréats à Polytech France, 13 sont camerounais. Bien sûr. On peut les amener à faire l'infiltration industrielle, les ramener. Et ce ne sont pas les primes de modernisation de la recherche que le président a mis au niveau du statut spécial que nous revendiquons. Il faut reformer les classes. Parce que ces primes sont juste un additif sur le salaire. Ce ne sont pas ces primes que nous revendiquons. Nous revendiquons clairement le financement de la recherche et le relèvement des primes trimestrielles. Merci Bonnet de me passer la parole. Je voudrais entendu. peut-être corriger quelque chose avant qu'on sorte de là. Présenter mes excuses au professeur Yann. On a démarré vraiment, je crois que c'était pas de ma volonté de le faire. Non, vous avez eu peur de perdre votre poste. Non, et puis... vous avez raison, parce que moi j'ai essayé. Moi j'ai essayé. Non, ce que je veux dire. Je demande à Yann de vous pardonner parce que si vous ratez le coach et vous dites la vérité, ce qu'il pense, moi, vraiment, mais vous, je ne sais pas où vous Moi, je voudrais quand même corriger quelque chose dans votre... Il ne faut pas mépriser les grades des chercheurs. Non, nous sommes évalués au même niveau que les professeurs d'université. Et c'est ce que la... Je plus cela. Pour être un maître de recherche, il fallait faire 8 ans d'années pour arriver. C'est pas n'importe qui. Pour être directeur de recherche, donc il faut et puis... Je ne suis pas un ramassis de chercheurs. Nous avons tous les sites d'information en ligne où nous pouvons voir l'activité de tout le monde. Donc, vous pouvez taper les noms de ceux qui sont ici et voir exactement l'activité qu'ils font. Donc, je crois que je suis à ma place. Mon ministre m'a mis à cette place-là. Bon, c'est de ce qu'il s'agit. Bon, revenons aux revendications du Sénat, je crois que le procès qui est fait au ministère de la Recherche est vraiment un procès assez étonnant. Non, personne ne fait. Vous parlez, bon, je le retire. Mais je dis donc tout ce que c'est plutôt un procès au syndicat. Je crois que tout ce que vous dites, tout ce qui a été dit, s'il faut retenir quelque chose dans cette émission, tout ce qui a été dit ici
est totalement vrai. C'est-à-dire, vous avez dit des choses, vous avez fait des propositions qui sont plutôt en faveur de la recherche. Ce qui est totalement vrai. Et là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Et puis, quand vous parlez des moyens, mais ce n'est pas à nous. Vous parlez du PIB. Ça s'est négocié à notre niveau. Ne demandez pas au ministère de la Recherche de changer le PIB. Ce n'est pas nous. Notre travail, c'est ça que je voudrais qu'on revienne. Qu'on revienne donc à l'essence. Oui, justement, nous sommes une victime. Non, peut-être que nous dirons aussi ce que nous attendons de la moi, hiérarchie. je reviens sur l'action syndicale. Permettez que je termine. Permettez que je chute là-dessus. L'action syndicale est effectivement encadrée par la Constitution du Cameroun. On n'a jamais interdit l'activité du SNAC. Ah ça non. Ils sont libres. Maintenant, le ministre menace les syndicalistes. Non. Si. Comment vous savez qu'il est ministre? Mais à la presse, on raconte la on menace les syndicalistes, on leur fait peur. Je crois que on va le rappeler au ministère. Je crois que ce qui a été fait, c'est le b.a.-ba du management quand vous êtes un responsable. Non. Si vous estimez, si vous estimez que vous avez un de vos employés ou du moins un collaborateur qui peut avoir on vous le fait à l'université, vous aussi. Non, si vous dérangez, on est-ce vous que retire c'est les vrai cours. que le On vous retire président les de cours. ce syndicat Non, je crois que non, on appelle ça des mesures. On appelle ça. Non, c'est autorisé. On appelle ça. Non. Écoutons bien. On appelle ça des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires. On l'amène pour l'écouter. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Professeur, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a appelés comme ça, ensuite on a nommé? On a vu des gens qu'on a appelés comme ça, on les a nommés. Donc soyons un peu. Donc je pense que je voudrais le dire, Boni. Vous avez compris, non? Nous. Si on a appelé syndicaliste, non. Ce n'est pas il ne perd rien de ses émoluments, il ne perd rien de son statut. Ngachou Alban, c'est un grand chercheur. C'est un grand chercheur. Non, on ne l'a pas enlevé de l'Irak. Il est C'est remis à la disposition. On l'a ramené. C'est une mesure conservatoire. Laissez-nous parler, s'il vous plaît. Je crois que donc je pense que c'est une mesure conservatoire, professeur. Je vous en prie. Oui. Pourquoi Alban Ngachou est-il ramené à son administration? Je crois que vous êtes encore en train d'enfoncer un problème qui n'a pas Je pense que je l'ai dit. Quand vous managez les gens et que parfois vous avez un collaborateur que vous ne maîtrisez peut-être pas la langue, qu'est-ce qu'on fait? Mais on l'appelle pour écoute. On l'a amené au ministère. C'est ce qu'on appelle une mesure conservatoire. Non. Mais ça, c'est l'intimidation. Non, c'est pas l'intimidation. C'est l'intimidation, monsieur Yéli. Non. Est-ce que c'est lié au droit de grève? Est-ce que c'est lié au droit de grève? Moi, je dépends. Moi, je dépends de l'IRGM, mais je travaille au ministère. Oui. C'est plutôt un sujet passionnant. Je crois qu'il faut laisser les gens. Il faut laisser les gens s'exprimer. En tout cas, le problème de recherche est un problème passionnant dans tous les pays. Donc, je crois que c'est plutôt. Laissez-les s'exprimer. Pourtant, lui, il empêche le syndicaliste de s'exprimer. Je vous écoute. Alors, donc, la grève des syndicalistes et des chercheurs, qui est projetée pour le 16 mai, est-ce qu'elle peut se dérouler sans que le ministère n'ait à faire recours à des instruments de répression? Bon, je crois peut-être que j'étais en train de le dire, on n'a rien contre l'action syndicale. C'est plutôt bon d'avoir un syndicat dans le cadre de la recherche. Mais ce que nous reprochons peut-être à notre syndicat, c'est leur esprit à fermer le dialogue, leur esprit à ne pas écouter. C'est peut-être dans ce cadre-là que nous avons, avec le ministre, rappelé Ngachou pour l'écouter. Comment ça? Vous ne pouvez pas. La grève se fait par la majorité et non par la minorité. Vous ne pouvez pas décider de faire grève. Il n'y a pas d'instrument de mesure. Oui. Non, prof. Ok. Admettons. Nous jugeons que le SINAC ne respecte pas la démarche syndicale. Si. Non, comment vous le savez? Comment vous le savez? Bon, vous avez soumis les PV à Madame le ministre. Vous les avez soumis? Bien sûr. Ah bon, mais elle ne les a pas reçus.
On ne les a pas reçus. Il dépend pas de nous qu'elles reçoivent quand nous les avons déposés par voie hiérarchique. Au-delà de tout ce qui est dit, n'est-ce pas? Je crois que le SINAC profiterait mieux. Parce que je crois que tirer la fronde avec la hiérarchie, ce n'est pas une bonne chose. Le SINAC profiterait mieux. Et comme ça se fait ailleurs, de rentrer à la maison, qu'on s'entende, qu'on s'écoute, qu'on se parle. Madame le ministre a créé un cadre de discussion dans les instituts pour que vous puissiez échanger. Tout ce qui a été fait depuis 2021. Depuis 2021, il y a eu des promesses de voir des problèmes de chercheurs. En 2023, le Premier ministre... Mais le statut, c'est en 2023. Oui, mais la revendication date de 2021. Mais justement, vous faites une revendication en 2025, en 2023. Non, 21. Oui, en 2020. Et en 2023, on vous donne un statut spécial. Et avec quoi en 2021? Il n'y avait rien. Mais en 2023, vous avez un statut spécial. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Qu'est-ce qu'on veut? Merci. Et puis, moi, je voulais embrayer sur quelque chose, les propositions du SNEC, rapidement. Moi, il insiste sur, par exemple, les allocations trimestrielles. Les allocations trimestrielles, par exemple. Je crois que le gros problème de la recherche actuellement, c'est plutôt celui de l'équipement et du matériel. Et je crois peut-être que comme la tension du président est progressive, c'est peut-être par là qu'on va y arriver. Actuellement, j'ai assisté à une réunion avec une réunion de staff où le ministre a demandé à tous les directeurs d'instituts de mettre dans les CDMT la construction des immeubles sièges. Ce qui va payer tout ça, c'est l'État. Donc je pense que vous pourrez même plus, au lieu de demander, à mon avis, en tant que chercheur, je passerai plutôt de demander le matériel. Pour moi, si moi j'ai mon équipement de laboratoire, je peux produire de l'argent. Au lieu de dire qu'il faut une prime trimestrielle, vous aurez aussi proposé qu'on puisse acheter le matériel avec les 2 milliards. Donc je me dis, vous êtes une force de proposition pour la hiérarchie. Venez, faites vos propositions. Tout ce qu'on refuse, c'est cet aspect où vous vous faites. Mais non, ce n'est pas la menace. Venez discuter avec la hiérarchie et on trouve le terrain d'entente. C'est tout ce qu'on demande. Écoutez, à la suite des interventions de tous les copanélistes, je voudrais simplement appeler l'attention, la haute attention de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, pour dire que lorsqu'un chercheur, un responsable, un haut chercheur comme le docteur Ngachou mène des revendications, pose des revendications, il n'est pas de bon ton dans un système qui se veut démocratique de le rappeler au ministère, de le ramener au ministère, parce qu'en réalité c'est une méthode de répression. C'est une répression symbolique qui en réalité représente une très très grosse violence psychologique. Il n'a pas perdu ses avantages. Non, je le sais, chers collègues. Vous savez, chers collègues. C'est un chercheur international. Il a des réseaux. Vous savez, chers collègues. Si vous le bloquez ici, il peut se déployer ailleurs. Vous savez, chers collègues, ce que je dis, c'est pour... Même pour l'image du ministère. Ce que je dis, c'est pour la recherche. Ce que je dis, c'est pour la recherche, c'est au sens du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. C'est-à-dire que si on finance la recherche, on prend la recherche au sérieux, on la met au centre des préoccupations publiques, ce pays va se développer. Et comme Dieudonné Soumbala l'a rappelé, la recherche se retrouve dans tous les secteurs de la vie, sociale et politique. Quand vous voyez le problème des ordures, vous pensez que c'est quoi? C'est un problème de management. C'est la recherche. Quand vous voyez les routes se dégrader, quand vous voyez des ministres taxés ou facturer 1 kilomètre de goudron à 1 milliard, vous pensez que c'est quoi? 7 milliards. C'est la recherche. Quand vous voyez le Cameroun importer malheureusement des cure-dents, c'est la recherche. Quand vous voyez le riz qu'on consomme, c'est la recherche. Je voulais terminer en disant, sous le contrôle du professeur Pascal Charlemagne, vous savez, moi je suis enseignant à l'université de Yaoundé 2, nous avons des centres de recherche là-bas. Le professeur Adolphe Minkwacha a créé en 2022-2023 un certain nombre de laboratoires. Je suis directeur adjoint de l'un des laboratoires. Il n'y a aucune connexion entre les établissements, les départements, les centres de recherche et ces laboratoires-là. Et s'il vous plaît, le laboratoire dont je suis directeur adjoint, c'est-à-dire assistant du directeur, qui est le professeur Mathias Eric Onanguini, nous avons depuis la création de notre laboratoire, qui a été institué, s'il vous plaît, par conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2,
organisé 2 activités. Vous savez comment elles ont été financées? Par nos salaires. C'est-à-dire que nous avons un séminaire à organiser, nous devons mobiliser 500 000 francs, un petit montant symbolique, pour les petits outils, n'est-ce pas, pour que le séminaire puisse se tenir. Le professeur Mathias Eric Onangui met 300 000 francs, je mets 200 000 francs. Et nous n'avons pu organiser que 2 activités jusque-là. Je suis directeur de recherche, parce que je suis titulaire d'une habilitation à diriger les recherches depuis 2020. J'ai 8 doctorants. J'avais 10 doctorants. Un de mes doctorants a soutenu sa thèse. L'autre a terminé. Actuellement, j'ai 8 doctorants. Vous savez où je les reçois? Je les reçois chez moi. Dans mon domicile, dans ma résidence. Parce qu'il n'y a ni... C'est à l'enseignement supérieur. Je parle de la recherche, chers collègues. Tout ça, c'est la recherche. Vous ne pouvez pas... Mais non, encore qu'au ministère de la Recherche, on nous demande aussi de financer nos recherches. Non, monsieur Belinga, ce que je suis... Moi, je ne suis pas sur un petit secteur. Parce qu'en fait, on ne peut même pas dissocier la recherche de l'enseignement supérieur. Parce que nous, le professeur, nous sommes des enseignants-chercheurs. Vous avez 2 métiers. Vous avez 2 métiers. Exactement. Okay. Donc, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire qu'il faut que les plus hautes autorités de ce pays comprennent cela et laissons le président Paul Biya tranquille. Parce que ce pays a un gouvernement qui a un chef du gouvernement. Le président est le chef de l'État. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Vous savez où, je le dis sous le contrôle de Dieudonné Sumba, vous savez comment ça se passe, la définition des budgets des différents ministères? C'est le ministère de l'économie et le ministère des finances. Si vous êtes ce que certains peuvent considérer comme un petit ministère, qui n'est pas un ministère de souveraineté, parce qu'en fait, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Enseignement supérieur devrait être des ministères de souveraineté. Alors, si le ministre des Finances considère que vous êtes un petit ministère, et même d'ailleurs un petit ministre, on va vous allouer les 2 ou 3 milliards qu'on peut souvent observer dans un certain nombre de départements ministériels. Est-ce que c'est le ministère des Finances qui définit les budgets pour, je vous dis que je veux dire la taille des budgets. Dans la définition des budgets, les ministères sectoriels viennent avec des projets, je le dis sous son contrôle. Celui qui arbitre en fonction, soi-disant, des disponibilités, c'est le ministre des Finances et le ministère de l'Économie. Disons que ça est un processus. On fait ce qu'on appelle un cadre budgétaire à moyen terme. Voilà. CDMT. C'est BMT. C'est BMT. Voilà. Cadre budgétaire à moyen terme. Vous voyez. Et c'est ce cadre qui définit les ventilations. Voilà. Et ces ventilations, sont plus ou moins politiques. Donc ce que le professeur Yana dit est vrai. C'est-à-dire si les gens qui décident ne trouvent pas une très grande importance pour un secteur, ils ne vont pas financer. Voilà. On va financer. Donc c'est le CBMT qui définit cette ventilisation. Et ça pose un réel problème. Voilà. Et ça aussi c'est un problème de recherche. C'est-à-dire, normalement, quelle devrait être la ventilation optimale? Voilà. Quelle devrait être la ventilation optimale? D'accord. Je voulais terminer en disant que nous produisons à l'université de Yaoundé 2 des centaines, voire des milliers de mémoires de master et des dizaines de thèses de doctorat chaque année. Quelle est la connexion de ces recherches qui sont produites par les jeunes étudiants avec l'administration? Quelle est la relation qui existe? Je n'ai jamais vu, depuis 14 ans de service que je suis à l'université de Yaoundé 2, je n'ai jamais vu un ministère sectoriel venir s'intéresser à une question, par exemple, de sociologie politique, parce que Dieudonné Sumba tout à l'heure a parlé des questions de management, la forme de l'État, ainsi de suite. Nous avons des mémoires et des thèses qui portent sur toutes ces questions, des tonnes. Mais ça n'intéresse pas les membres du gouvernement, ça ne les intéresse pas. Ils n'envoient pas leur responsable, leur directeur à l'université pour voir comment, par exemple, vous voyez la question de la falaise de Tchang. Vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'il y a des mémoires de master qui ont été soutenus à l'université de Chang sur cette question-là. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Donc nos étudiants soutiennent leurs mémoires, on les garde dans les bibliothèques de l'université, après ils sont au quartier. D'accord, voilà. Absolument. Merci en tout cas. Merci d'être au Cameroun pourrait consentir lui-même comme effort de financement pour venir à bout finalement de ce projet. Alors il y a beaucoup de questions qui trottent dans l'esprit des Camerounais pour comprendre ce qu'il en est de ce projet. Je vous l'ai dit, on aura 2 minutes de prise de parole pour chacun, 2 minutes 30 de prise de parole. Le Cameroun est finalement déterminé
à boucler cet important projet. Célestin Jamel, est-ce que vous pensez que tel que c'est parti, ce projet est finalement réalisable? Bien sûr que si, mais je crois qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent le contexte très rapidement. Les travaux ont été lancés, ont démarré en 2014. En 2014, oui. Nous sommes en 2025, c'était donc quasiment 10 ans. 10 ans. Et on ne peut pas comprendre, alors que nos voisins comparables à Côte d'Ivoire... 10 ans pour à peine 70 km. Pour à peine 60 km. 60 km. Ouais. La Côte d'Ivoire, par exemple, a lancé la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan en moins de 4 ans. Pour moins de 300 milliards. Vous vous rendez compte? Donc, c'était possible aussi chez nous. Alors, maintenant, au départ, les concepteurs ont cru devoir mettre l'autoroute Douala-Yaoundé. Pourquoi? Parce que Douala, poumon économique du Cameroun, porte d'entrée et de sortie, avec sa pénétrante est. Il fallait désengorger la pénétrante est et évoluer vers Edéa, qui était une ville industrielle, et ensuite continuer naturellement à Boumniebel et Yaoundé. Mais les gens, bombés du ventre, se sont mis derrière leur clavier et ont décidé, de manière complètement incompréhensible, de changer la donne, de faire Yaoundé-Douala. Aujourd'hui, la phase 1, qui part de Yaoundé à Boumniebel, disons Bibodi, a atterri dans la forêt. Dans la forêt. Pour revenir sur l'axe de l'autoroute, on est obligé de redépenser de l'argent pour ramener Bibodi sur l'axe de l'autoroute. Donc il y a 384 milliards au départ qui ont été conçus, d'ailleurs qui ont été réprouvés par le FMI qui pensait que 284 milliards. Le FMI avait déclaré à l'époque. Donc maintenant, on a rajouté d'autres milliards pour ramener cette autoroute qui finit dans la forêt en passant par l'axe lourd, vers l'autoroute principale. On est non pas à 424 milliards, mais à plus de 600 milliards pour la phase 1. Maintenant, on nous promet, vous l'avez dit, 1072 milliards pour la phase 2, qui partirait donc de Bibodi jusqu'à Douala, pour 1072 milliards. Mais comment pouvez-vous concevoir? Quand vous faites 141 km divisé par par 8, on est quasiment à plus de 7 milliards. Et ce n'est pas normal. Comment pouvez-vous imaginer que la construction d'une autoroute prenne 7 milliards par kilomètre? Donc il y a là au bas mot une gabegie, le gaspillage, mais je pense qu'il y a un scandale des détournements. Ils vous diront que le relief n'est pas le même. Non, mais quel relief? Vous prenez les pays comparables. Ce montant est anormalement élevé. Anormalement élevé. 1072 milliards pour 141 km, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il y a du scandale financier. Beaucoup d'acteurs, observateurs l'ont dit. Donc moi je considère qu'il faut vraiment, on parlait de vision tout à l'heure, on parlait de suivi. C'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc par conséquent, je considère qu'il faut vraiment, ce pays, il faut le refaire, quoi, parce que ça c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, malgré les budgets qui ont été sortis, qu'on n'en ait pas encore 10 ans après à boucler une autoroute qui aurait au bas mot mérité au pire 4 ans. D'accord. On en est à 10 ans. Professeur Oyan, les financements proviendraient, je l'ai dit, de China Exim Bank, de la Standard Chartered Bank. Peut-être que le gouvernement camerounais lui-même, l'État du Cameroun consentira lui-même un petit effort financier. Mais est-ce que ces financements sont-ils facilement mobilisables? Seront-ils mobilisables? Le Cameroun inspire-t-il confiance lorsqu'on voit ce qui s'est passé sur la première phase de construction de cette route pour pouvoir mobiliser ces financements? Non, mais ce n'est pas la question de la mobilisation des financements qui est le problème. Parce qu'en réalité, le président Biya est un homme qui est respecté au plan international. Donc, mobiliser des fonds pour lui n'est pas un problème. Mais la vraie question, la question de fond est celle de savoir, mais qui va rembourser ces dettes? Puisque c'est des prêts. Qui va rembourser ces prêts? C'est qui? Ce sont nos enfants. C'est-à-dire nous-mêmes d'abord. C'est nos enfants, nos petits-enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants. Mais peut-être avant d'en arriver, la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on a pu réaliser 141 km avec 172 milliards de francs CFA.
Non, alors... Je veux les chiffres. Il reste 141 km. Il reste 141 km. Pour la phase 2, oui. Et il faut 172 milliards. Non, 1072 milliards. 1072. 1072. milliards. Ah, ça, alors j'avais minimisé tout. Ben oui. Et comment vous imaginez un tel scandale? Parce que c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Est-ce que vous savez que les 60 km qui ont été réalisés ont mis plus de 10 ans? C'est depuis 2014, me semble-t-il. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer dans un pays comme le Cameroun qu'on réalise 60 km de route, une petite autoroute, parce qu'il y a des grandes autoroutes, il y a des vraies autoroutes, une petite autoroute en plus de 10 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer ce scandale? Mais, Boni Philippe, vous l'expliquez. Mais c'est un scandale en termes de gouvernance. C'est un scandale en termes de gabegie financière. Bon, à partir du moment où les enquêtes n'ont pas été... Qui peut en être l'auteur? Mais qui réalise le projet? Quels sont ceux qui sont aux manettes dans la réalisation du projet? Qui s'occupe des routes? Voilà les questions. Moi, je n'indexe personne. Je ne parle d'aucun ministre de toute manière. Mais qui s'occupe des routes? Qui supervise les travaux de construction des grandes infrastructures routières? C'est qui? C'est le ministre, il faut le dire, en charge des travaux publics. Voilà. Alors, non, mais je lui renvoie l'ascenseur parce qu'en même temps, je sais qu'ils ont des problèmes avec le Conseil national de la communication. Lorsqu'on va dire le nom d'un ministre ici, ils auront des problèmes. Non. Mais donc, c'est des problèmes. Non, alors, il faut que je précise. Le Conseil national de la communication ne travaille pas comme ça. Ils font des cadrages, ils font des rappels à l'ordre, mais ce n'est pas de façon, je veux dire, abusive. Dire que le ministre des Travaux publics, c'est Nganou Djomessi, voilà, il est en charge des travaux publics. Il n'y a aucune dérive à cela, il n'y a aucune faute à cela. Bonnet Philippe, vous savez, ça, c'est ce que vous dites là, c'est dans l'officialité. Dans l'officialité. Moi, je vais vous faire une confidence. Tout ça, l'autocensure. Oui, c'est pas bien. Quand on désigne un chat par son nom, il n'y a aucun mal à cela, parce qu'en réalité, c'est lui qui propose les 1072 milliards pour la... En réalité, j'avais désigné le ministre des Travaux publics, mais sans le désigner. Je crois que vous avez bien compris. En même temps, je sais qu'on fait pression sur un certain nombre de journalistes dans certaines instances pour ne même plus inviter certains universitaires. Et ça, je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. C'est pour vous dire que nous avons un véritable problème de gouvernance, de management politique dans notre pays. Et que ce qui est au cœur de cela, c'est la corruption. Que le président Biya combat depuis des décennies sans y parvenir. Nous devons tout faire pour nous réarmer moralement, parce que le réarmement moral est absolument nécessaire dans un pays comme le Cameroun. Parce que ce qui se passe là, sous nos yeux, comme dans la construction des stades, mais c'est des détournements de fonds publics. Ne pensez pas à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis scandalisé qu'en 10 ans, on n'ait pas pu réaliser cette petite autoroute de Yaoundé-Douala. Et qu'on n'en soit qu'à une 60aine de kilomètres réalisés. Et qu'on doive encore mobiliser beaucoup de milliards pour poursuivre cette autoroute. Il faut que les responsables de ce secteur nous expliquent et expliquent au président de la République. C'est lui qui est le mandant du peuple. C'est lui que le peuple connaît. C'est à lui que le peuple a délégué son pouvoir souverain. Il faut qu'ils expliquent au président de la République, donc aux Camerounais, comment ils gèrent les projets qu'il leur confie pour justement le bien-être des Camerounais. Ouais. C'est un scandale. S'il te plaît, Michel. L'autoroute Yaoundé-Douala est un scandale. La phase 1 était prévue pour 48 mois. Exactement. Elle devrait être livrée en 2018. Elle a fait 8 ans. Elle a fait 8 ans. Ouais. Okay, c'est un scandale, Bonnet Philippe. Je le rappelle encore. Yaoundé-Douala, autoroute Yaoundé-Douala, avant mon maître, c'est un scandale d'État en termes de détournement de fonds et en termes de corruption. Massif. Professeur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il n'y avait pas de financement, je vais dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de financement, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le projet et on ne permet pas au président Biya de laisser à la postérité un projet grandiose comme celui-là, d'avoir créé la première autoroute au Cameroun, enfin ce qui tient lieu d'autoroute selon les spécificités qu'ils ont déterminées eux-mêmes. Vous savez, Boni, j'ai eu le sourire parce que nous avons tout dit dessus. Il y a la symbolique de la description parfois scientifique. Vous savez, nous, les autres qui avons eu à faire des études sur les sciences de l'État, nous faisons des descriptions parfois qui donnent l'impression
que ça s'apparente à l'injure. Je me rappelle encore de cette vieille phrase il y a 30 ans, de quelqu'un qui m'a un peu influencé dans sa description de l'État africain postcolonial, Dominique Darbon, et Jean-François Médard. D'ailleurs, Médard, c'est lui qui fut le directeur de thèse de Mathias Eric Onangini, qui parlait de l'État prédateur. Et Darbon parlait de l'État voyou. En fait, ce ne sont pas des injures, ce sont des descriptions qui montrent la délinquance de l'État. C'est-à-dire l'État délinquant. C'est-à-dire, c'est le type d'État qui, pour se maintenir, vous fait miroiter toutes sortes de choses. Il est présent là où on ne l'attend pas. Vous allez voir, l'État va confisquer le football, l'État va se mêler des victoires des Lions indomptables. On va même dire au président de la République, comme récemment, de dire que je vous avais dit que les Lions vont se réveiller parce qu'on a été qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, quand on a atteint un stade de la recherche et de la communication scientifique, nous ne parlons plus n'importe comment. Nous illustrons. Et vous voyez que les téléspectateurs qui nous suivent voient un peu que nous sommes dans un État, en fait, qui a rompu ses propres contrats, qui est en guerre contre lui-même, à partir des acteurs de la gouvernance. On dit l'État voyou. Un voyou, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance parce qu'il ne tient pas à ses promesses. Et c'est le cas avec ce projet de l'autoroute. Moi, j'illustre. Vous dites l'autoroute, ce n'est pas achevé. On dit les stades. Récemment encore, il y a une image qui a fait le tour du Cameroun. On a vu deux grandes personnalités, dont mon propre neveu, parce que le ministre des Sports, moi, les combis, c'est mon neveu, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, jouer au tennis, de table, et dire que le stade de Lembe est achevé. Bon, j'ai essayé d'avoir, je ne devrais peut-être pas le dire dans un tel contexte, c'est tellement choquant que j'ai voulu quand même l'appeler pour lui dire que, mais mon Dieu, c'était quoi encore ce film? Donc, je crois qu'il faut faire attention. Nous sommes en pleine élection présidentielle. Je ne voudrais pas, le temps même que vous avez donné 2 minutes, pour moi, c'est beaucoup, parce que c'est de la saleté. Quand vous dites on va reconstruire, c'est si on va reconstruire, c'est là. La faillite sectorielle est là, elle est palpable. Les Camerounais sont usés, les hommes politiques sont usés. Je crois que nous, aujourd'hui, pour répondre à cette question, les analystes les plus pointus se posent plutôt la question de savoir est-ce que Assimi Goïta au Mali n'a pas eu tort de dissoudre même tous ces partis politiques qui bavardent beaucoup et qui passent plus de temps à nous parler des candidatures plutôt qu'à nous dire comment on fait pour nous substituer à ce type de choses. Est-ce que quand vous voyez au Gabon, au Ligingema, au regard de l'affaire de l'autoroute que vous évoquez, ben voilà un monsieur qui dit bien, moi je vais aux élections sans parti politique. Il a mis tout le monde à côté. D'ailleurs, les gens du secteur lui disaient, non, il faut dissoudre le PDG. Oligui a eu la sagesse de dire, non, je veux montrer aux gens qu'en fait, tous ces gens qui se réclament des mouvements politiques sont des pantins. Mais ils ne suivent que celui qui tient le pouvoir. Il est parti aux élections et il a incité même Béli Bindie, l'ancien premier ministre Ali Bongo, à aller aux élections. Il en sort avec 2%. Donc vous voyez des gens qui vous disent RDPC, oui, hier encore, n'a vu pas le. Donc vous voyez qu'en réalité, il faut penser déjà à renforcer le pouvoir décisionnel central. Vous voyez, mon maître politique, il est là, tous les regards sont tournés vers lui. Moi, je veux que, au regard de ces affaires que vous évoquez, l'autoroute, les stades, ouais, il y a même des chantiers que vous ne voulez plus évoquer. Mais moi, je vais vous donner quelques chiffres en tant qu'homme politique. Est-ce que vous savez que le Cameroun rembourse encore de l'argent dans sa dette de l'usine de fabrication de tracteurs à Mzimbank, Indian Mzimbank et Mzimbank of China? Allez demander, bon, citons les noms, à l'ancien ministre de l'Agriculture, qui est secrétaire général du comité central, où est passée l'usine des tracteurs, où on a fait dire au président de la République que ça y est, c'était prêt. Donc il y a tellement des chemins abominables parcourus qu'aujourd'hui, les gens en ont marre. Vous voyez, on est très calme là. Les gens sont fatigués. Les gens, nous voulons... Vous savez, lorsque vous dites que vous voulez le changement,
On veut une autre alternance. On veut un autre type de gouvernance. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, Biaïs, toi, le chef de l'État, on ne s'attaque pas au chef de l'État. Mais on se rend compte qu'il n'agit plus. Vous comprenez? On ne peut pas continuer dans un État où on va être sur les plateaux avec une dimension sacrificielle où les gens nous... Moi, un type comme moi, si je ne venais pas dans les plateaux de télévision, je serais peut-être recteur aujourd'hui ou n'importe quoi. Je le dis, le ministre Famendongo me l'a dit. Le chef de l'État lui-même, dans les audiences, j'ai toujours le privilège de vous dire que j'ai eu des audiences avec le président de la République. À un moment donné, on m'a dit, mais non, écoute, tu es membre du comité central, tu es professeur titulaire, tu es chef du département, tu as des missions. Moi, il ne me manque rien. Mais à un moment donné, j'avais le choix. Ou je me tais, ou je dis que c'est pourri. Il faut que les choses changent parce que c'est pourri. Les gens ne tiennent pas à leurs promesses. Et puis, je me serais assis dans mon confort.